Omarus Incorporé, c'est la branche scientifique de l'Union des pêcheurs. On veut assurer la pérennité, la protection de l'écosystème marin qui assure la ressource pour les pêcheurs. Puis, avec ça, on travaille avec plusieurs partenaires en recherche et aussi des partenaires de différents projets pour justement assurer qu'on comprend qu'est-ce qui se passe. Et avec toute cette information-là, ces connaissances-là, on va vulgariser ça dans des outils éducatifs et de sensibilisation. Là, tournant 11h30. Donc, mon nom c'est Yannick, je suis interprète du Centre Omarus. Puis ici, on donne des tournées guidées sur l'homard, donc le cycle de vie, l'anatomie, tout à propos du homard. Donc, les homards, ils commencent leur vie pas mal simplement, c'est sous la queue de leur mère. Hein? On voit tous ces petits points noirs-là qu'on voit, c'est tous des petits bébés homards. Il y en a à peu près 8000. Pour mettre ça en perspective, il y a juste seulement comme 7500 personnes qui vivent à Chiliac. Donc, il y a plus d'eux ici, sous la queue de cette femelle-là, que de personnes qui vivent dans cette ville ici. Donc, c'est beaucoup de petits homards. Notre volet touristique, c'est la vitrine sur toute la science qu'on fait avec les pêcheurs. Alors, c'est ce qu'on retrouve au Centre Omarus dans la partie interprétation. Alors, vraiment, on va amener toute la science, les connaissances qu'on acquiert à travers nos recherches, puis on les rend vraiment accessibles au commun des mortels. Alors là, les gens apprennent sur le cycle de vie du homard, vraiment tout plein de faits intéressants. Ils apprennent aussi sur la pêche du homard, toutes les mesures de conservation mises en place pour assurer que c'est une pêche viable, l'étoile de mer, l'écosystème marin du détroit de Northumberland. Alors, c'est vraiment plein de choses que les visiteurs apprennent. Et ensuite, plus on apprend, plus on veut protéger aussi. Ça prend environ 9 à 12 mois pour que ces œufs-là éclorent. Ça dépend seulement de la température de l'eau. C'est 9 mois dans les eaux vraiment chaudes jusqu'à 12 mois dedans les eaux plus froides. Ces petits homards-là, ça, c'est des larves jusqu'à quand ils sont nés. Celui-ci a probablement même pas une semaine de vie. Ouais, on peut le voir, la vraie taille est super petit, à peu près la taille d'une moustique. Ouais, au début. Mais le plus que cette petite larve-là va maturer, le plus grosse qu'elle va devenir, c'est celle-ci a environ une semaine de vieux. Elle va ressembler un petit peu plus à un homard. À un mois de vieux, il développe des pinces et à 2 mois de vieux, il ressemble presque identique à des homards adultes. La seule différence entre un homard comme celui-là et un adulte, c'est que ceux-ci sont vraiment petits. Puis tu peux pas vraiment dire la différence entre les mâles et les femelles. Donc, l'homard ici, d'un an, est même plus petit que maman. C'est très petit. Hein? Puis ça prend beaucoup de temps même à grandir parce que les homards, pour grandir, faut quelque chose qui s'appelle muer. Muer, c'est la même chose que les serpents, puis les araignées, puis les crabes font. Essentiellement, l'homard va sortir de sa carapace, il va grandir un petit peu, puis en former une nouvelle. Ici, on est dans la section d'anatomie. On voit il y a deux homards, un mâle et une femelle. Puis entre les mâles et les femelles, il y a beaucoup de manières à dire la différence. La manière la plus vite, la plus rapide à dire, c'est avec la queue. Si on regarde à la queue d'un homard, on va voir que sur les femelles, c'est vraiment l'abdomen, là, mais on l'appelle la queue. Cette partie ici, elle est beaucoup plus large sur la femelle que le mâle. On peut voir, ça fait comme des grosses hanches pour garder les œufs, hein, pour faire sûr qu'ils sont en sécurité, protégés. Ça fait comme un gros bol si on regarde sous la queue. Ça fait comme un beau bol pour que les œufs sont protégés. Aussi, si on regarde juste en dessous de les pattes, là, juste ici, on voit ces deux petites, ça ressemble presque à des plumes, hein, juste ici. Puis ces deux petites plumes-là sur les femelles sont vraiment petites. On voit qu'ils se croisent aussi, d'habitude. Super minces, mais sur les mâles, si on les tourne de bord, ils sont beaucoup plus gros. Il y a comme une coquille autour, hein? Donc, comme calcifiés. Et
Une autre dernière différence qu'on peut dire, c'est si on regarde juste sous la queue, il y a comme des petits pics qu'on voit juste là, hein, une colonne de petits pics qui sort juste au milieu de la queue, qui sont seulement là sur le mâle. Donc la femelle, si on toucherait en dessous de la queue là, on ne le voirait pas. Saviez-vous que les homard sont aveugles? Ils ont des yeux, juste ici, mais ils ne peuvent presque pas les utiliser. Seule chose qu'un homard peut voir, ce serait comme des différences en lumière. Donc, si on met notre main au-dessus de leurs yeux comme ça, ils peuvent voir cet ombrage-là, mais ils ne peuvent pas voir les couleurs ni les formes. Ouais. Donc, au lieu, ils vont faire la même chose que les humains aveugles font. T'sais, ils utilisent leurs longues antennes juste ici, et ils passent dans le fond de l'eau, puis ils ressentent les roches, les cavernes, les petites craques dans le sol, et c'est le même qui s'oriente, c'est le même qui fait sûr qu'ils ne tombent pas. Ouais. Et ils ont aussi les petites antennules. Juste ici, il y a comme 2 paires d'antennules. On les voit juste en avant des yeux. Puis ça, c'est comme leur nez. Ils ont un très bon sens d'odorat, les homards. Ils peuvent sentir super, super loin. Ils peuvent aussi dire la différence entre différentes odeurs très bien. On voit juste entre mes 2 doigts, il y a une petite bouche juste là. Puis dans cette bouche-là, ils ont des dents, ils ont une mâchoire, mais ils n'ont pas vraiment de langue. Les homards ne peuvent pas goûter avec leur bouche. S'ils veulent goûter, donc ils utilisent les tout petits poils qu'on voit presque pas sur leur petite patte ici. Ces tout petits poils-là, c'est comme leur papille gustative, c'est de même qu'ils goûtent. Ouais. Donc ils vont ressentir la nourriture avec leurs pieds avant de le manger. C'est comme la couleur, On est où ici, Marie? Ici, on est dans le laboratoire humide du Centre Omarus. Et vraiment, c'est un laboratoire versatile qui nous permet de faire différentes expériences, différentes recherches selon les besoins pour nos pêcheurs. Tout est fait vraiment pour répondre à des questions que les pêcheurs ont, pour les aider à comprendre qu'est-ce qui se passe, comment on peut améliorer quelque chose, comprendre pourquoi il n'y a pas de homard pour l'instant, le hareng, qu'est-ce qui se passe, est-ce que s'il va vraiment bien, etc. C'est toutes des questions qu'on essaie de penser à faire un genre de protocole, à faire une recherche, une expérience pour, des fois, aider à répondre à ces questions-là. Et les questions sont nombreuses? Oui, les questions sont tout le temps nombreuses. Les pêcheurs, ce sont des gens très curieux et aussi des gens qui, la ressource leur tient à cœur. Alors, pour eux autres, c'est vraiment important de comprendre, de savoir qu'est-ce qui se passe. Between the island right over here. On discutait justement de l'échantillonnage en mer que l'équipe font. Et moi, entre autres, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les prises accessoires qui peuvent être dans le casier. J'ai un projet avec les espèces en péril. Ça fait que j'étais curieuse de savoir s'il y avait des espèces en péril qui avaient enregistré justement dans leur prise. Puis non, ça ne l'est pas. Puis aussi, on regardait le vent, parce que le vent nous affecte énormément dans notre travail, autant que ce soit pour mesurer en mer, comme Emily le fait avec le restant de l'équipe, ou moi en plongée, ça va avoir un gros impact. La visibilité, entre autres. Là. Tu ne vas pas plonger quand tu ne peux rien voir. On a fait beaucoup de recherches encore sur le hareng. Alors, essayer de comprendre comment les œufs survivent. Alors, on s'est vraiment mis en partenariat avec Pêche Océan en sciences pour leur permettre de justement avoir des œufs à notre laboratoire au Centre Omarus. Et aussi, on les aide sur le terrain pour voir quelles sont les frayères de hareng, de quoi ils ont l'air, pour essayer de comprendre vraiment est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Qu'est-ce qui expliquerait maintenant que peut-être le hareng est pas où il était ou va peut-être pas bien? Le hareng, c'est quand même une espèce très importante pour l'APA.
Alors, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu qui ont un effet sur cette pêche-là qui est vraiment importante. Alors, le maquereau et le hareng sont deux espèces qui sont vraiment importantes pour les pêcheurs et on essaie de comprendre comment on peut faire, qu'est-ce qui se passe avec ça. La science avec nous, c'est vraiment guidé par ce que les membres veulent. Alors, vraiment, ça change tellement. Alors, selon les préoccupations qui se passent à travers les années, on va faire des projets qui vont adresser ces problèmes-là. Donc, tout de suite, on est une petite équipe et on est quand même capable d'aller sur le terrain très souvent. Le fait qu'on a 1300 membres qui ont des bateaux nous permet aussi d'avoir accès à la mer et d'accéder à l'habitat et tout ça. Ça fait que ça, c'est vraiment une ressource qu'on peut pas mettre un prix dessus. C'est vraiment l'implication des membres dans ces projets-là en plus. Parce qu'on a 2 saisons de pêche pour nos membres. On a une pêche au printemps, une pêche à l'automne. Et pendant ces saisons de pêche-là, avec un projet d'échantillonnage en mer, on sort mesurer du homard à toutes les semaines sur 4 bateaux. Ça, c'est à la saison du printemps, puis on refait la même chose à la saison de l'automne pour vraiment comprendre un peu de quoi a l'air la population, de quoi a l'air les débarquements d'une année à l'autre. La population du homard semble en bon état. Avec les changements climatiques puis certains autres facteurs, on voit que c'est pas semblable d'une année à l'autre. Alors, on essaie quand même de comprendre qu'est-ce qui se passe. On remarque, entre autres, la température de l'eau, qui est un gros indicateur. Plus la température de l'eau devient chaude, plus ça peut stresser des animaux marins, comme le homard. Alors, quand on commence à atteindre le 20 degrés Celsius, qui peut des fois se passer dans le détroit de Northumberland, ça peut être un stresseur pour certains, pour des homards. Puis c'est une espèce qui est capable de se déplacer. Alors, ça, c'est peut-être quelque chose qui explique pourquoi on voit moins de homards à certains endroits. L'Union des pêcheurs des Maritimes, on a 1300 membres à travers le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Au total, entre la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, on parle de 700, je pense que c'est 62 exactement le nombre de permis. Du côté du Nouveau-Brunswick, on est 335, je pense, à l'UPM. On pêche normalement, c'est une pêche d'automne. On pêche normalement du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Cette année, on parle du 7 août jusqu'au 10 octobre. C'est à peu près une soixantaine de jours de pêche, là. C'est probablement l'épine dorsale de l'économie locale, la pêche. Le homard en particulier, c'est l'espèce numéro 1 ici. Je vous dirais qu'à peu près un énorme pourcentage de personnes travaillent, œuvrent, gagnent leur vie dans l'industrie, mais c'est aussi une industrie qui est culturellement très importante. Ici à Shediac, on a le Festival du homard. À peu près tout le monde a une importance culturelle avec le homard aussi, et la pêche en général. Historiquement, on a eu des problèmes avec notre dépendance des recherches scientifiques, notre dépendance envers le MPO, le ministère des Pêches et Océans. Les pêcheurs ont pris la décision politique à la fin des années 90 de vouloir faire leur propre science, la science qui était plus près des pêcheurs. Donc, l'Union des pêcheurs des Maritimes a choisi de fonder Homarus, qui est un organisme à but non lucratif dédié à la science du homard en particulier, mais la science de l'écosystème et de la mer en général, pour appuyer scientifiquement les pêcheurs dans nos négociations avec le MPO et en général. Et je vous dirais, de l'autre côté, du côté des pêcheurs, il y a une valorisation du savoir traditionnel des pêcheurs que nos scientifiques à Homarus sont capables de mettre dans un langage plus scientifique traditionnel et de communiquer avec le MPO. Je pense que ça a été largement le fruit des labeurs des scientifiques d'Homarus qui
ont beaucoup travaillé tisser des liens entre le département des pêches et océans et les pêcheurs. On les appelle souvent nos diplomates scientifiques. On a établi une relation de confiance avec nos membres parce qu'on leur appartient, on est leur branche scientifique. Et aussi, on a de la crédibilité. On a une belle relation de confiance avec Pêche Océan, avec les chercheurs, qui fait que nous, quand on va faire un projet de recherche, les données qu'on récolte sont reconnues par Pêche Océan. On est capable de partager et vice-versa. Et en même temps, on peut prendre ces informations-là puis les donner à nos pêcheurs et ça se prend mieux dans ce sens-là. On essaye de faire la paix. L'avenir est à la collaboration et l'avenir est à le dialogue entre le savoir des pêcheurs et les expériences des scientifiques. Absolument. Oui. Il faut tout le temps inclure les différentes connaissances, les connaissances qui viennent des savoirs traditionnels de nos pêcheurs. C'est eux autres qui sont les grands experts de la mer. Il ne faut pas oublier que dans les années 90, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, on avait un stock de homards qui se portait très mal. Le futur de l'industrie était sombre. Là, on a une industrie qui est vibrante, qui est en très bonne santé. Puis l'objectif à long terme, c'est de la garder comme ça. Mais pour que les choses restent pareilles, il faut que tout change, ironiquement. Puis le travail d'Omarus, c'est de nous guider dans ces changements-là, nous guider dans l'avenir, quoi. Dans 10-15 ans, honnêtement, je sais que les choses seront probablement complètement changées, mais je veux que ça reste pareil. J'aimerais voir des communautés côtières en bonne santé socio-économique. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une industrie de la pêche qui est en bonne santé aussi. C'est ce qu'on voit pour l'avenir.